dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'Europe, de l'Allemagne qui change de visage et qui entraîne derrière elle peut-être un nouveau régime pour l'ensemble de la zone euro et de l'Union européenne. Gilles Mouek est avec nous par téléphone, chef économiste du groupe AXA. Bonsoir Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. On discute depuis longtemps, Gilles, de ces enjeux européens. On a vécu quelques crises côte à côte, notamment la crise souveraine, la crise Covid. J'inscris la date de mars 2025, le 4 mars 2025, le Whatever It Takes de Friedrich Merz, dans la lignée du 26 juillet 2012, le Whatever It Takes originel de Mario Draghi, ou encore dans la lignée du discours d'Angela Merkel à l'époque et de Emmanuel Macron, mai 2020, 18 mai 2020, avec ce moment presque hamiltonien dans la course de la crise Covid. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Gilles? Je vois beaucoup d'économistes que je connais depuis longtemps qui ont presque du mal à modérer leur enthousiasme, je dois dire. Non, mais moi aussi. Et bon, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on se connaît et je ne suis pas de naturel très positif, c'est moins qu'on puisse dire. Et là, j'ai envie d'être optimiste parce qu'il y a une vraie rupture politique, économique, presque culturelle en Allemagne. Et quelque part, c'est important que ça vienne de la CDU, c'est-à-dire que ça vienne d'un parti qui normalement essentiellement est quand même très rigide sur les questions budgétaires. Et donc ça, c'est quand même l'indication d'un changement vraiment profond en Allemagne, une prise de conscience de la part de Merz, mais de l'ensemble du personnel politique allemand de la nécessité d'agir. Donc c'est véritablement extrêmement important. Ça peut sortir d'Allemagne, cette espèce de modèle de croissance totalement dépendant de l'extérieur, en particulier de la Chine, tout en préservant la spécialisation industrielle, parce que il faut pas se leurrer. Lorsqu'on fait de la dépense militaire, on sert essentiellement le secteur manufacturier, et on voit déjà les entreprises allemandes qui commencent à reconvertir certaines de leurs lignes de production depuis de la production civile vers de la production de défense. Donc l'Allemagne a trouvé un peu la martingale. Ce qui manque encore un peu, mais je suis relativement optimiste là-dessus, c'est la dimension proprement européenne du paquet, mais on va probablement y venir. C'est-à-dire la dimension européenne, parce que là on voit bien que c'est un plan allemand. La gouvernance du plan allemand fait que l'Allemagne va quand même en profiter en premier lieu, j'imagine, mais qu'est-ce qu'il va falloir surveiller pour se dire que ce virage historique de l'Allemagne, c'est aussi un virage pour l'Europe? Alors, tout d'abord, il y a la question, bien évidemment, de la défense. Il faut qu'une la partie essentielle de dépenses de défense l'effet multiplicateur sur la croissance de ce sera faible. Donc ça, c'est une question qui reste ouverte. Mais au-delà de ça, la question aussi, c'est de réussir à éviter ce qu'on pourrait appeler un effet d'éviction dans les autres pays européens. Parce que quelque chose qui me frappe, c'est que même si les spreads sont plutôt bien tenus, sont plutôt allés dans la bonne direction depuis les annonces allemandes, on a quand même une élévation assez nette des coûts de financement absolus des pays européens, y compris de pays qui, pour l'instant en tout cas, n'ont pas annoncé un surcroît de dépenses publiques. Donc on se retrouve dans une situation dans laquelle tout le monde aujourd'hui paye un peu plus cher pour financer sa dette, sans nécessairement en face de la dépense nationale supplémentaire. Et donc ça peut se traduire par, à terme, une petite érosion de l'enthousiasme, parce que voilà, si on prend le cas de la France par exemple, même si notre spread s'est plutôt bien tenu, payer plus de 3,5% sur un 10 ans, ça oblige à un niveau budgétaire supplémentaire. Qu'est-ce que ça change pour la Banque Centrale Européenne sur différents horizons de temps, Gilles? J'allais dire, est-ce que ça change quelque chose à court terme? Et qu'est-ce que ça change sur le plus long terme pour la Banque Centrale de la zone euro? On a vu Christine Lagarde à l'occasion de la dernière réunion, qui était, d'ailleurs à juste titre, bien mal en peine d'expliquer ce que ça pouvait changer. Les équipes de la Banque Centrale Européenne, aussi puissantes soient-elles, n'avaient pas encore eu le temps d'assimiler toutes les informations, et d'autres à venir sans doute encore, pour estimer le long terme de la zone euro. Alors, on peut faire l'hypothèse que tout cela a probablement un effet à la hausse sur ce qu'on pourrait appeler le taux d'intérêt naturel de la zone euro, parce que
C'est une modification quand même assez sensible de l'équilibre épargne-investissement dans le plus grand pays de la zone euro, à savoir l'Allemagne, qui nous avait habitué quand même à une très grande préférence pour l'épargne, qui là bouge plutôt du côté de l'investissement, et ça c'est normalement cohérent avec une élévation du taux d'intérêt naturel. Mais à court terme, je ne pense pas que ça change grand-chose, parce que une des caractéristiques des dépenses d'infrastructure et des dépenses militaires, c'est qu'elles mettent un temps très long avant d'avoir un impact matériel sur la croissance. À court terme, on est toujours dans nos problèmes habituels. Certains sont purement domestiques, la préférence pour l'épargne dans une grande partie de la zone euro aujourd'hui, d'autres sont des menaces d'ordre externe. C'est une réponse européenne à une approche assez agressive de la part des États-Unis. Cette réponse européenne, elle se manifestera dans nos chiffres de PIB dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. La menace américaine, elle malheureusement, elle peut se manifester dans nos chiffres de PIB dans les 3 à 6 mois qui viennent. Vous restez convaincu qu'il n'y aura pas de pause à partir de la réunion du mois d'avril pour la Banque Centrale Européenne, Gilles ? On peut avoir un ralentissement, on aura sans doute un ralentissement du rythme de la baisse des taux, parce qu'on est là en train de sortir du territoire restrictif, donc on a peut-être plus de temps, on n'est pas obligé d'aller dans l'urgence. Mais la question de fond pour moi, c'est est-ce qu'on va à 2 et qu'on s'arrête, ou est-ce qu'on va un peu plus loin ? Moi je pense qu'en fait la BCE sera obligée toujours d'aller un peu plus loin si les Américains, comme je le pense, mettent effectivement en œuvre des tarifs sur la zone euro, parce que pour l'instant on est un peu dans une zone euphorique en Europe où on voit les effets positifs à terme de la réponse politique européenne, qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide que celle qu'on pouvait espérer, mais on n'a pas encore vu le choc de court terme qui risque de nous tomber dessus dans les quelques mois qui viennent avec des tarifs américains. Bon, ça suggère qu'il faut prendre Trump 2.0 plus au sérieux que jamais, Gilles, et c'est déjà quelque chose que vous suggériez avant même son installation à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Comment votre réflexion a évolué depuis ? Enfin, quelle est la clé de lecture sur les 60 premiers jours d'exercice du pouvoir de Trump et de son administration ? Quelle est la clé de lecture que vous avez de la stratégie qu'il endosse et des objectifs qu'il poursuit ? Pour moi, la clé de lecture, c'est en fait le poids beaucoup plus important qu'on aurait pu le croire de l'idéologie, pour aller vite, dans l'équipe de Trump autour de lui. Je pense qu'on s'est un peu rassuré à court terme avec cette idée que l'administration Trump est essentiellement une administration transactionnelle, qu'elle utilise des menaces plus pour leur effet de levier dans la négociation que pour leurs effets effectifs. Ce que l'on voit, c'est que c'est un peu plus compliqué. On a des convictions fortes dans l'entourage de Donald Trump, autour par exemple de l'idée que le système monétaire international ne sert pas les intérêts des États-Unis, autour de l'idée que l'Europe et la Chine se servent entre guillemets de la demande américaine sans rien offrir en retour. Ce sont des convictions très très ancrées. Et on les sent quand même, et ça c'est de plus en plus apparent dans le discours, prêts à accepter ce qu'ils appellent de la douleur de court terme au nom de ces bénéfices éventuels futurs. Moi j'ai utilisé l'expression révolutionnaire contre réaliste il y a quelques semaines, et j'ai l'impression qu'il y a une posture révolutionnaire quand même assez forte dans l'administration américaine. Si on définit un révolutionnaire comme quelqu'un qui, au nom d'un avenir éventuellement radieux, est prêt à accepter une souffrance à court terme. Ils sont vraiment convaincus d'être le dindon de la farce du système monétaire, du système commercial mondial. C'est ce qu'on entend de manière vraiment très répétée de beaucoup de gens dans l'entourage économique de Donald Trump. Et ce sont des gens qui sont aux commandes. C'est-à-dire que c'est là une des grandes différences avec 2016. C'est que au tout début du premier mandat de Donald Trump, il s'était entouré de gens qui étaient des républicains classiques, qui étaient des hauts fonctionnaires classiques. Alors que là, on a vu arriver des gens qui viennent de parcours complètement différents, qui viennent souvent du monde de la finance, qui viennent souvent du monde des hedge funds, qui ont des options idéologiques quand même très très fortes et qui n'ont pas l'expérience en fait de la gestion des relations internationales, même de la gestion simplement des services publics. Et ça donne du coup cette espèce d'hyperactivisme de l'administration américaine qui joue en fait beaucoup, à mon avis, dans le stress actuel de marché, qui est que on se disait que certes il y aurait des aspects
défavorable à la croissance dans le programme de Donald Trump avec, oui, peut-être, sans doute, quelques tarifs ici ou là, mais les tarifs sont agités de manière très, très frappante, alors que les effets positifs, par exemple la dérégulation ou les baisses d'impôts, pour l'instant, en tout cas, sont envoyés à plus tard. S'il faut se poser la question du seuil de douleur de cette administration et avec les caractéristiques qu'elle peut avoir, où peuvent être les garde-fous, quel niveau de douleur est-ce que l'économie américaine est capable d'encaisser aujourd'hui sous Trump 2.0 ? Pour moi, le garde-fou, à ce stade, il est essentiellement au Parti républicain. C'est-à-dire que je vois que tout le monde se demande où est passé le Parti démocrate. Mais la question de fond, c'est comment vont réagir des alliés républicains qui peuvent se retrouver dans une posture très compliquée pour leur réélection en 2026. Je pense que c'est ça, en fait, qui est le point assez important. Et ce qui est quand même frappant quand on regarde les indices de confiance des ménages, on a encore eu la semaine dernière l'indice Michigan, ça se dégrade quand même très vite. Ça se dégrade y compris chez les électeurs républicains, et ça c'est quelque chose qui va sans doute inquiéter une partie de leurs élus. Et ça, on peut avoir peut-être une correction d'erreur, entre guillemets, qui viendrait du Parti républicain lui-même. Oui, évidemment, la mainmise de Donald Trump, la mainmise personnelle de Donald Trump sur le Parti républicain est très forte, mais on parle quand même de gens qui vont maintenant très vite songer à leur réélection en 2026. Pour moi, c'est ça, la vraie force de rappel. C'est pas l'opposition du Parti démocrate qui, étant en minorité, ne peut de toute manière pas grand-chose, sauf à prendre des positions extrêmes, ce que Schumer a évité la semaine dernière en refusant de se prêter à un government shutdown. Donc c'est au Parti républicain que ça se passe. Bon. Dernière question, Gilles, est-ce qu'il est temps pour la Réserve fédérale américaine de sortir de sa position d'observatrice, pour Jérôme Powell de sortir de sa position d'observateur ? Non, pour moi, on n'est pas encore dans cette phase de clarification parce que les indicateurs dits soft, c'est-à-dire les enquêtes de confiance en particulier, sont en train de se dégrader assez vite. Mais pour l'instant, il n'y a pas de traduction avérée dans les vrais indicateurs macro. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu grand-chose dans les créations d'emplois, on n'a pas vu grand-chose, le PIB T1 va être de ce point de vue-là assez intéressant. Et puis surtout, on a la question inflationniste, à la fois dans sa réalité et dans les anticipations. Alors, le dernier chiffre d'inflation a été un peu meilleur qu'attendu, mais quand même, quand on regarde le détail, on est toujours sur une réaccélération du prix des services hors loyer par rapport au point bas de l'été dernier, et ça doit inciter la Fed. Et quand on regarde les anticipations, c'est encore une fois qui a été révélé dans la dernière enquête Michigan, on a des ménages qui aujourd'hui attendent un surcroît d'inflation tout à fait massif. Donc comment lâcher l'affaire entre guillemets pour la Fed à ce stade, ça me paraît très complexe, et donc je pense qu'on aura un discours assez musclé entre guillemets de la part de Powell demain soir. Merci beaucoup Gilles. Merci pour votre éclairage sur la situation du moment en Europe, aux États-Unis. Gilles Moix, chef économiste du groupe AXA, qui était avec nous par téléphone, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.